Bonjour à vous mes hockey fans et on se retrouve aujourd'hui pour le premier preview pour la saison 2021-22 qui va commencer dans un peu plus d'un mois aujourd'hui. On va s'attaquer avec le preview des Ducks d'Anaheim, on y va en ordre de lettres alphabétiques tout simplement. Et pour ce qui est des Ducks d'Anaheim, si vous êtes un fan, ça commence à être long un peu votre affaire. Probablement que vous êtes en train de taper du pied en vous disant... Elle va-tu aboutir cette reconstruction-là? Parce que malheureusement, encore une fois, l'année passée, ça a été une saison difficile pour les Ducks d'Anaheim. Ils ont terminé rien de moins qu'au 30e rang de la Ligue. Thank God que les Sabres ont fait pire. Parce que sinon, on aurait été dernier du côté des Ducks d'Anaheim. Ça fait quand même là, un petit bout de temps là, qu'on attend. Puis il y a des gars qui tardent à se développer dans cette organisation-là. Point positif, les Ducks d'Anaheim sont considérés comme étant une des meilleures banques d'espoir de la LNH. Donc c'est un avenir qui devrait être brillant. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les solutions. Disons que ça a été une année très difficile pour cette année de COVID-là, soit l'année 2020-21 pour les Ducks de Anaheim. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va y aller avec un preview. On va passer en revue l'année passée rapidement, bien entendu, on ne va pas y aller en détail. Par la suite, j'y vais avec mon alignement projeté à moi, donc c'est pas l'alignement professionnel, rien. Et ça va nous donner comme le preview approximatif. Je ne ferai pas pour tout de suite là, des projections, voir qui va finir où. Si jamais je fais des projections, ça va peut-être plus être plus proche de la saison pour les positions dans les divisions, quand on va avoir les équipes plus complètes, parce que là, on est un peu tôt dans la saison morte encore. Du côté des Ducks d'Anaheim, ben écoutez, corrigez-moi si je me trompe au moment de tourner. Aujourd'hui, moi, je suis le 2, je crois, le 2 septembre. J'ai pas marqué la date comme du monde, mais les gars. J'ai pas vu de mouvement majeur du côté des Ducks. Ils ont perdu des gars. Ils ont perdu, je pense que c'était Denton Hannon qui est plus là. Ils ont perdu Aiden Fleury, le défenseur, ou Kraken de Seattle. Mais tu sais, j'ai pas vu d'ajout majeur. Fait que j'ai pas mis d'ajout majeur. Les noms qui sont en bleu, c'est des noms qu'on connaît à Anaheim. Les noms qui sont en rouge, c'est des noms qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins à Anaheim. Fait que bref, on va commencer avec la revue de la dernière saison. Alors, au niveau du coach, on revient avec Dallas Eakins. C'est difficile un peu pour les Ducks d'Anaheim parce qu'on rebâtit, puis personne paraît vraiment bien là-dedans pour l'instant. Fait qu'on espère que les jeunes vont être capables de signifier la relance de l'organisation pour redevenir une équipe dominante, comme dans les belles années où on avait Ryan Getzlaf en bonne santé avec Corey Perry. Ça, c'était des belles années pour les Ducks. Là, c'est difficile en ce moment. On revient avec Dallas Eakins et comme DG Bob Murray. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. En saison 2019-2020, les Ducks avaient en 71 matchs enregistré 29 victoires, 33 défaites, 9 défaites en prolongation pour 67 points. Ce qui n'était pas glorieux, mais ce qui était quand même moins pire que l'année passée. Pour la saison 2020-21, les Ducks d'Anaheim ont enregistré le pire pourcentage de points par match de leur histoire. Alors, on parle d'un pourcentage de 0,384. C'est le pire de leur histoire. Fait que ça n'a pas bien été l'année passée. Les Ducks d'Anaheim, l'année passée, ont un total de 56 matchs. L'année passée, c'était une saison de 56. 17 victoires, 30 défaites, 9 défaites en prolongation pour un mec 43 points. Seuls les Sabres de Buffalo ont été pires qu'eux. Une moyenne de buts marqués de 2,21, ce qui représente la 31e moyenne de la Ligue, donc la pire moyenne de buts marqués de la Ligue. Une moyenne de buts encaissés de 3,16, qui est élevée, mais pas pire. Un avantage numérique à 8,9%. C'est le pire avantage de la Ligue nationale. Fait qu'au niveau de l'attaque, ça a été très pénible du côté d'Anaheim parce qu'on ne compte pas beaucoup de buts, on est la pire attaque de la Ligue et on est le pire avantage de la Ligue. Fait que franchement, s'il y a quelque chose à travailler, ça, c'est une priorité. Le désavantage à 79,9, c'est correct sans plus, c'est pas exceptionnel, mais au moins ça se tient plus qu'un avantage numérique à 8,9. Au niveau de la conférence, on a terminé 15e, soit dernier dans la conférence de l'Ouest. Au niveau de la Ligue, on a terminé 30e. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Le meilleur en termes de buts l'année passée du côté des Ducks d'Anaheim aurait été Maxime Comtois. Là, il y a une chose qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui ont manqué une grosse partie de la saison à cause de blessures. Fait que on avait Milano, Lindholm et Roney qui ont été blessés et ont joué les 3 moins de 20 matchs dans toute la saison. Ce qui a donné peut-être des opportunités à des gars plus jeunes. Maxime Comtois, c'était sa première saison complète dans la LNH. Première saison complète dans la LNH, il est le meilleur pointeur de son équipe et le meilleur buteur de son équipe. Certes, il y a eu des difficultés. Un gars comme Jacob Silfverberg, 16 points en 47 matchs, pas terrible, pas terrible. On peut penser à Ryan Getzlaf qui a énormément ralenti, 17 points en 48 matchs l'année passée.
il y a comme beaucoup de choses qui a bien coordonné. Mais dites-vous bien une chose, du côté des Ducks, ça fait quand même quelques saisons qu'on attend l'explosion de Max Jones, Sam Steele, puis il y en a un troisième que j'oublie, là, c'est qui? Troy Terry. Fait que ça fait un bout de temps qu'on attend une éclosion plus explosive de ces trois gars-là. Ça tarde, c'est long. Fait que là, de voir que Comtois a bien fait, Zegras, pour le peu de temps qu'il a joué, a bien fait, finalement, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui s'en vient. Maxime Comtois, l'année passée, a été le meilleur buteur de l'équipe avec 16 buts, le meilleur pointeur avec 33 points. Le meilleur défenseur en termes de points de l'organisation a été Cam Fowler. En 56 matchs, il a 23 points puis moins 4 de différentiel. Très honnêtement, les différentiels plus-moins sont pas très forts dans l'équipe. À moins 4, il est quand même pas mauvais. En termes d'espoir à suivre, ben là, du côté des Ducks, honnêtement, on a un potentiel de Calder. Bon, quand on pense au Calder pour l'année prochaine, je pense que dans les discussions générales, on a tous Trevor Zegras. Trevor Zegras, lui, il a joué un petit peu dans la Ligue nationale l'année passée, un total de 24 matchs. C'est 25 matchs que tu dois jouer pour que ce soit ta première année. Fait que, bref, il n'a pas fait son année encore considérée recrue. Donc, s'il atteint plus que 25 matchs, il va faire son année recrue. En tout cas, je pense l'année prochaine, c'est considéré comme son année recrue. Alors, Trevor Zegras, c'est un gars qu'on va considérer pour le Calder. C'est un joueur qui a des très belles habilités offensives et on croit beaucoup en lui. On veut faire de ce gars-là notre premier centre au niveau des Ducks d'Anaheim. Fait que c'est un gars qui va avoir beaucoup d'opportunités, puis on a confiance en lui. Moi, je l'ai mis ici sur ma première ligne. On va en reparler tantôt. Pour différentes raisons, c'est pas certain du tout, là, ce genre d'alignement-là. On se revient là-dessus. Un autre espoir qui est assurément à suivre, c'est Jamie Drysdale. Dans le cas de Jamie Drysdale, lui, il jouait il y a 19 ans. Il a joué 24 matchs l'année passée dans la Ligue nationale pour 8 points. C'est un défenseur qui peut appuyer l'attaque. Donc, c'est un défenseur à caractère offensif qui est très intéressant. Un gars qui est, certes, à 19 ans, il est encore très jeune. C'est un gars qui est à développer. Puis c'est un gars qu'il faut qu'il réussisse à augmenter son niveau de lecture de jeu. Mais quand même, c'est deux excellents prospects de l'organisation. Ça m'étonnerait bien gros qu'on considère un Jamie Drysdale pour le Calder. Mais c'est quand même un prospect qui est très haut niveau, selon moi, dans l'organisation. Trevor Zegras, lui, c'est un gars à considérer assurément pour le Calder. Comme gardien, on va y aller ici avec Lucas Dostal. Lui a joué l'année passée dans la Ligue américaine. C'était sa première saison, en fait, dans la Ligue américaine, dans le cas de Dostal. Il a réussi une bonne saison. Je ne retrouve pas ma note concernant Dostal. Mais en tout cas, il avait terminé avec le quatrième meilleur pourcentage d'efficacité dans la Ligue américaine avec 916 d'efficacité. En 24 matchs, 2,87, 916, qui est quand même très bon pour une première année dans la Ligue américaine. Fait que c'est un gardien de but qui est un gardien de but d'avenir au sein de l'organisation. Certes, Gibson ne pourra pas toujours être le sauveur. Puis même encore là, ça a été difficile pour lui, Gibson, l'année passée, mais l'équipe au complet a lâché en avant de lui. Fait que bref, c'est pas vraiment de sa faute à proprement dit. Ça a été difficile pour un peu tout le monde. Mais Dostal, c'est un gars qu'on pourrait probablement voir advenant des blessures cette année. Parce que l'année passée, on avait un certain Ryan Miller qui a pris sa retraite en pleine saison. Fait que là, on a été obligé de rappeler un peu à la panique Stolarz. Fait qu'on l'a rappelé un peu en panique à cause de la retraite plutôt inattendue de Ryan Miller. Mais c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment remplacé, en tout cas pas au moment de tourner. Fait que c'est possible qu'on voit un gars comme Lucas Dostal jouer dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. Et par la suite, on a Mason McTavish. Lui, c'est un choix pour cette année, si je ne me trompe pas, le 2021. Il devrait jouer dans la Ligue de l'Ontario cette année. Mais c'est un gars qu'on a de très beaux espoirs envers lui. Je doute très fortement qu'on le voit jouer cette année dans la LNH. L'année passée, dans le World Junior, donc le championnat du monde junior, moins de 18 ans, il a totalisé 11 points en 7 matchs. Il a joué dans je crois que c'est la Ligue A ou quelque chose de même en Suisse. Mais en tout cas, il a joué dans une ligue professionnelle en Suisse. Alors ça ici, c'est mon alignement qui est un alignement projeté. Donc j'y ai été avec certaines logiques. Je vais vous expliquer mes choix, mais c'est pas nécessairement l'alignement qui est prévu des Ducks. Ça, pour l'instant, on est trop tôt. Là. Quand les camps d'entraînement vont commencer, on va pouvoir être plus précis sur la projection d'alignement. Là, pour l'instant, c'est un peu de la fantaisie, mon affaire, mais c'est pas grave. Je me suis dit, on va se faire plaisir, on y va avec un alignement projeté. J'ai pas vraiment vu de gars qui sont des gars qui ont été ajoutés, des valeurs ajoutées à l'organisation, ce qui fait qu'il n'y a aucun nom en rouge. Normalement, il aurait été en rouge, un gars qui est nouveau dans l'organisation. Le seul que j'ai mis en rouge, c'est Dostal, parce qu'on ne le connaît pas vraiment à Anaheim, mais on l'a connu dans la Ligue américaine. Fait qu'on le connaît dans l'organisation, mais on ne l'a pas vu dans la Ligue nationale encore. En tout cas, je pense pas. Fait que bref, c'est ma formation. J'ai mis des petits astérix en rouge pour Milano et Silverberg. Il était blessé. Fait que là, moi, j'ai pas vu comme quoi il y avait une date précise de retour, ni pour un ni pour l'autre.
Donc, Silverberg, je l'ai mis parce que j'ai vu que dans les projections, on semble croire qu'il devrait être établi pour le camp d'entraînement. Milano, j'ai pas vu ça. Fait que j'ai mis Silverberg dans ma formation avec un astérix, des fois qu'il ne serait pas là, et Milano qui est ici avec un des fois qu'il ne serait pas là. Alors, en termes de première ligne, moi j'ai été avec Maxime Comtois. Je me suis dit, c'est mon meilleur pointeur l'année passée, Maxime Comtois. Fait en 33 points en 55 matchs, ça a été une très bonne première saison complète dans la Ligue nationale pour Maxime Comtois. D'après moi, c'est un gars qui devrait continuer à s'améliorer. C'est un gars qui devrait continuer à progresser. Ça pourrait être intéressant de faire cette ligne-là parce que c'est une ligne qui est relativement jeune. J'y étais avec Comtois, Seagrass et Terry. Je doute fort, très fort, que Seagrass va être considéré premier centre là, cette année. D'après moi, on va probablement plus essayer de miser avec un gars qu'on connaît déjà, soit Adam Henrik ou bien Ryan Getzlaf qu'on va mettre comme premier centre. La ligne des jeunes, on la mettrait peut-être plus deuxième que première. Mais là, je me suis dit, c'est de la fantaisie, on se fait plaisir. Fait que moi, j'ai mis Seagrass premier centre et j'ai mis Terry en termes de premier ailier droit. Alors, du côté de Seagrass, 13 points en 24 matchs l'année passée. Ça a l'air que son entrée a été quand même réussie dans la LNH. Fait que c'est un gars qu'on a de grands espoirs pour lui. À savoir, est-ce qu'il va rentrer à la Kirill Kaprizov puis de faire une saison exceptionnelle quand il va faire sa première saison complète? Je ne sais pas, mais il y a un fort talent offensif. Donc, de jouer avec Maxime Comtois, qui a quand même un potentiel offensif très intéressant, c'est super intéressant. Et par la suite, j'y vais avec Terry. Lui, c'est 20 points en 48 matchs l'année passée. On a une ligne qui est âgée de 22 ans, 20 ans et 20 ans. 23 ans, excusez, dans le cas de Terry. Personne est en haut de 25 ans sur cette ligne-là. Me dis pourquoi pas. On va les faire grandir ensemble, les gars. Ils vont bien se connaître dans 2 saisons. Fait que bref, on commence quand on commence. Fait que probablement que je préférerais voir cette ligne-là comme ma première ligne puis celle-là comme ma deuxième. Donner peut-être un peu moins de responsabilité, mais donner des possibilités à des jeunes d'avoir du temps en avantage numérique. C'est un peu la même logique que j'ai faite au niveau des défenseurs. Ici, j'ai été vraiment avec les jeunes en premier. Mais Drysdale, c'est un gars que je veux qui a du temps en avantage numérique. Peut-être pas sur la première vague. Bon. Ensuite de ça, en termes de deuxième ligne, qui pourrait être ma première, j'ai été avec Adam Henrik, 21 points en 45 matchs. C'est un gars que... Je veux pas dire qu'il a ralenti, mais ça a été difficile l'année passée. C'est un gars qui doit se relever parce que c'est un joueur qui est un joueur important au niveau de la production offensive de l'organisation. Puis l'année passée, ça n'a pas marché. Okay. Il faudrait que ce gars-là se ressaisisse. Dans le cas de Ryan Getzlaf, ben lui, je pense qu'on doit dire qu'il a ralenti. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est rendu à comme 36 ou 37 ans, quelque chose de même. 17 points en 48 matchs l'année passée. Ça reste quand même un gros joueur de centre qui est capable de bien jouer défensivement puis de gagner des mises au jeu importantes. C'est pas un gars qui a nécessairement le rythme de pouvoir suivre un tempo plus rapide. Et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique comme premier centre. Par la suite, j'ai été avec Ray Cole, 28 points en 52 matchs l'année passée, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui n'est pas mauvais. Fait que cette ligne-là, c'est une ligne qui pourrait et qui devrait en donner plus au niveau de la production offensive. Puis les jeunes, je trouve ça intéressant de les faire grandir ensemble. Comme troisième ligne, j'ai été avec Lundestrom, lui c'est 9 points en 41 matchs l'année passée. C'est un gars qui gagne à être connu, dans son cas lui, il a 21 ans. C'est un jeune. Il a un certain potentiel, pas la même hauteur que Maxime Comtois, mais quand même un certain potentiel. Ça pourrait être intéressant éventuellement de voir s'il pourrait jouer dans un top 6. Mais je pense que pour l'instant, de faire jouer Henrik ici à l'aile, c'est peut-être plus intéressant que de le faire jouer lui sur le deuxième trio. Mais ça, c'est une opinion personnelle, là, tout simplement. Par la suite, j'ai été avec Sam Steele au centre. Sam Steele, 12 points en 42 matchs. Sam Steele fait partie des jeunes qui avaient un bon potentiel avec, entre autres, Jones et celui que j'ai oublié tantôt, c'était Terry. C'est des jeunes qui ont un bon potentiel, mais qui tardent à se développer. Donc, on voudrait qu'ils soient meilleurs, mais c'est long. Et à partir du moment où on réussit à bien se développer, on va pouvoir faire descendre Ryan Getzlaf et donner moins de responsabilités. Sam Steele, 12 points en 42 matchs l'année passée. Jakob Silverberg, 16 points en 47 matchs l'année passée. C'est un joueur à caractère offensif. Il a été blessé quand même une partie de la saison. Il a manqué, pas tout à fait, il a manqué 9 matchs au total. Puis ça a été une production lente. Mais il n'y a à peu près rien qui marchait dans cette équipe-là. Puis je suis pas sûr que Dallas Eakins va être le coach pour faire produire offensivement une équipe. Mais bon, ça. Max Jones, ma quatrième ligne, ça c'est une déception du côté des Ducks d'Anaheim. Il n'est pas vieux, Max Jones, quand même, 23 ans, mais c'est un gars qui se développe pas. Puis malheureusement, je donne la chance à un qui a l'air de vouloir se développer plutôt qu'un qui tarde vraiment à se développer. 11 points en 46 matchs l'année passée. Grant comme centre de quatrième trio, 15 points en 46 matchs. Et notre cher Nicolas Deslauriers, 10 points en 49 matchs. On a confiance en lui du côté d'Anaheim. Puis ça, c'est le fun pour le Québécois. Fait que moi, tant mieux, il a fait une prolongation de contrat. Le gars, il reste encore pour une couple d'années. Volkov qui va être mon scratch, qui pourrait rentrer si advenant que Silverberg n'est pas prêt pour la saison. Mais c'est un gars qui pourrait quand même jouer là, au niveau de mon bottom 6. Dans le cas de Volkov l'année passée, il a 37 matchs dans la LNH, 13 points.
Fait que tu sais, c'est pas désastreux. Il y a d'autres gars qui peuvent être coupés, puis on pourrait l'inclure sans trop de problème. Et Milano, que je suis pas sûr du tout qu'il va commencer la saison. Au niveau des défenseurs, j'ai été avec Lindholm et Shattenkirk. C'est les gars qui ont été peut-être les plus utilisés l'année passée. C'est des gars qui jouent ensemble au moins depuis un an, là, parce que Shattenkirk n'était pas là avant. Mais sinon, c'est des gars qui se connaissent quand même un peu. Lindholm est peut-être le plus responsable défensivement de toute cette gang-là. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix de me le mettre comme première paire. Mais tu sais, c'est pas une des meilleures premières paires de la ligue, on va se le dire. Lindholm, l'année passée, c'est 6 points en 18 matchs, donc il a manqué une grosse partie de la saison à cause d'une blessure. C'est un gars qu'on a hâte qu'il revienne à Anaheim, ça c'est sûr et certain. Kevin Shattenkirk, en 15 points en 55 matchs, a connu la pire saison de sa carrière. Lui qui s'était relancé à Tampa Bay, ça a été très difficile avec les Ducks d'Anaheim. Mais encore là, c'est une équipe qui se cherche au niveau de leur structure. Fait que c'est pas facile pour un gars qui est un nouvel arrivant en plus de s'adapter à ce style-là. Cam Fowler, 23 points en 56 matchs. Fowler, c'est intéressant au niveau de sa production offensive. Ce qui est moins intéressant, c'est son jeu dans sa zone à lui. Alors oui, c'est un défenseur qui est intéressant pour la relance, mais c'est pas nécessairement un défenseur que je vois comme étant solide dans ma zone. Fait c'est la raison pour laquelle Shattenkirk et Fowler, j'ai fait pas jouer ensemble. Sauf que je me ramasse avec Fowler que je fais jouer avec mon jeune Jamie Drysdale. Jamie Drysdale, l'année passée, c'est 8 points en 24 matchs. La raison pour laquelle je mets Drysdale avec Fowler, c'est pas parce que je pense que leur paire va être solide et qu'ils se complètent bien, mais bien parce que je veux absolument que Drysdale ait au moins un peu de temps en avantage numérique. Et si je le fais jouer en avantage numérique, je trouve ça intéressant de voir, exemple, Drysdale qui jouerait avec Fowler sur, mettons, la deuxième vague. Parce qu'il jouerait avec un autre défenseur très fort à caractère offensif. Ça peut être intéressant de voir ça, puis c'est un défenseur droit naturel. Par la suite, j'ai été avec Larson en termes de troisième défenseur gauche, 7 points en 46 matchs l'année passée, et Josh Mason, 7 points en 23 matchs l'année passée. Comme dernière paire, en termes de scratch, on y va avec Marua et Greg Patron. Au niveau des gardiens de but, ça, il n'y a pas de question du côté des Ducks d'Anaheim. Ton gardien de but partant, c'est John Gibson. 35 matchs l'année passée, 2,98, 903 d'efficacité. C'est vraiment pas sa meilleure saison en carrière, mais still, c'est pas de sa faute. L'équipe a eu de la misère de manière générale. Fait que je veux pas le blâmer pour ça. C'est un gars quand même qui a encore beaucoup à donner en termes de hockey. L'année passée, son auxiliaire l'a choqué en pleine saison et on a appelé en renfort Stollards. Stollards, lui, il a eu 8 matchs, 2.20, 926 d'efficacité. Malgré que ça a quand même bien été au niveau de son efficacité, il faut vraiment s'attendre à ce que Gibson va être très occupé cette année. Vraiment très occupé. Parce que je pense pas que Stollard est prêt du tout à être un tandem. Fait que bref, il va peut-être être un auxiliaire intéressant, mais pour l'instant, cette année, on a encore un partant du côté des Ducks d'Anaheim et c'est John Gibson. Et par la suite, ça se pourrait, devenant de blessure, ça se pourrait qu'on voit un gars comme Dustel, qui lui a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 24 matchs, 2,87, 916, ce qui est quand même pas mauvais pour une première saison complète dans la Ligue américaine. Fait je n'irai pas avec un pronostic de position par rapport aux divisions ou aux conférences, mais ce que je vais dire, c'est que les Ducks, c'est pas une équipe qui devrait faire les séries encore une fois cette année. C'est une équipe qui devrait théoriquement être encore une fois dans les bas-fonds, sauf si il y a des développements exceptionnels. Tu as des jeunes que ça fait un petit bout de temps qu'on attend qu'ils explosent. Puis s'ils finissent par exploser, ça va renforcer le top 6 de cette équipe-là. On va en demander peut-être un petit peu moins à un gars qui a ralenti comme exemple Getzlaf, ou peut-être des gars qui ont été plus décevants comme Henrik Reichel. Bon, par la suite, si on voit une bonne courbe de progression, un gars comme Maxime Comtois, Trevor Zegras, c'est des gars qui sont à suivre au niveau de cette organisation-là. C'est deux très très bons espoirs que les Ducks d'Anaheim ont. Alors ça peut être super intéressant. Un gars qui va être intéressant à suivre, c'est Jamie Drysdale. Quel genre de responsabilité qu'on va lui donner? On a excessivement confiance en lui du côté d'Anaheim. Fait que ça se pourrait même qu'éventuellement il se ramasse sur la première paire. Je lance ça de même. Fait que ça, c'est des gars qui sont assurément des gars à suivre. Gibson va être très occupé, c'est sûr et certain. Mais cette équipe-là, d'après moi, n'aura pas la force de pouvoir se rendre jusqu'au bal du printemps. Fait que bref, c'était mon preview pour les Ducks de Anaheim. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si jamais vous êtes un fan des Ducks, est-ce qu'il y a un joueur que j'ai oublié? Est-ce que vous voyez un joueur qui devrait se démarquer, un autre moins? Peu importe, faites-moi savoir vos impressions dans les commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à la vidéo, on partage pour avoir plus de hockey fans possible, question de jaser de hockey avec un maximum de gens possible. Et on s'abonne en activant la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews pour la saison 2021-22 qui s'en viennent très prochainement. Merci beaucoup! Passez une belle journée. Bye!